Le peuple britannique a tranché, une majorité s'est exprimée en faveur de la sortie de l'Union européenne. Il faut respecter ce choix libre et souverain. C'est le sens du principe démocratique auquel nous sommes attachés, mais un principe trop souvent ignoré par les dirigeants européens de Bruxelles et des États membres. Il suffit ici de rappeler le déni de démocratie qui est à l'origine du traité de Lisbonne, entré en vigueur en 2009, traité qui régit aujourd'hui l'organisation et le fonctionnement de l'Union européenne. Ce traité n'est en effet qu'une simple copie du texte de la Constitution européenne qui avait pourtant été largement rejeté par les peuples français et néerlandais lors des référendums de 2005. Les dirigeants ont alors préféré ignorer la volonté du peuple pour imposer les dogmes de l'Union européenne, ou plutôt les dogmes de l'Union des marchés européens. Tout comme ils ont préféré refaire voter les Irlandais, coupables d'avoir mal voté en rejetant, dans un premier temps, ce fameux traité. Plus proche de nous, c'est le peuple grec qui a payé le prix fort pour avoir été consulté sur les mesures drastiques qui lui étaient imposées par Bruxelles en échange d'un plan de sauvetage. Ces trahisons se payent encore aujourd'hui. La confiance est désormais rompue entre les peuples européens et l'Union censée parler et agir en son nom. C'est aussi cette rupture qui s'est exprimée lors du référendum britannique. Le sens de ce référendum mérite une réflexion approfondie, car il en dit beaucoup sur l'état d'anxiété des sociétés européennes et sur l'incapacité de ses dirigeants à montrer un cap et à offrir un projet digne de l'idée européenne. Ainsi, nous n'ignorons pas le poids du discours nationaliste xénophobe qui a pesé sur le résultat du référendum. La décision de sortie du Royaume-Uni est aussi le produit des surenchères populistes et nationalistes de la droite britannique, un discours qui, en réalité, traverse le continent européen tout entier en flattant le plus vil de l'être humain. Aussi, nous faut-il mettre en garde contre la stigmatisation des immigrés, qui ne fait pas partie des valeurs de l'Europe, mais qui a déjà entaché son histoire de la couleur du sang. Si l'heure est à la reconstruction européenne, celle-ci doit se faire sur des bases saines, celles de l'humanisme et de la solidarité, et non pas sur le nationalisme et la peur de l'autre, qui sont autant d'impasses mortifères pour les peuples européens. L'état de paix relative que connaît le continent depuis 70 ans doit être préservé à tout prix. C'est pourquoi il faut aussi refuser sa mise en danger par les politiques européennes qui ignorent les besoins des peuples et perdent ainsi toute légitimité. Les réactions suscitées par la globalisation et l'intégration européenne trahissent un profond désenchantement. Le sentiment n'est pas nouveau. L'intégration heureuse, naturellement heureuse, s'avère illusoire. La vague néolibérale a écrasé le projet européen et, partant, l'ambition de réactiver un idéal. Un sentiment de vide s'est emparé de nos concitoyens, un sentiment qui s'explique par l'absence de perspectives politiques alternatives à l'Europe qu'on nous propose, ou plutôt qu'on nous impose. C'est pourquoi le Brexit offre une occasion historique de donner un nouveau sens à l'Europe. Il s'agit en effet de construire avec et pour les citoyens une Europe sur des bases plus saines, c'est-à-dire plus démocratiques, plus sociales. Le Front de gauche, avec beaucoup d'autres progressistes, notamment dans cette Assemblée, le Front de gauche combat l'Europe des marchés financiers, du libre-échange et de la libre concurrence, l'Europe de l'austérité budgétaire et du dumping social. Ce dernier point illustre combien le projet européen qui devait réunir les peuples aboutit finalement à les mettre en concurrence dans une compétition synonyme de régression sociale. L'inefficacité du dispositif européen censé éviter le dumping social a ouvert la voie à l'exploitation des travailleurs low cost. En l'absence de toute harmonisation sociale, le statut de travailleur détaché est devenu un instrument de la compétition économique et de la concurrence sociale en Europe, notamment dans les secteurs de la construction, du BTP et de l'agroalimentaire.
Ces logiques ont aussi des conséquences désastreuses en matière agricole. L'Europe et aussi la France viennent de perdre 25% de leurs exploitations agricoles et de leurs actifs agricoles en seulement 10 ans. Les prix d'achat de quasiment toutes les productions sont en chute libre. Privés de revenus, les paysans n'ont d'autre choix que de cesser leur activité. Dans le même temps, pour les 500 millions d'Européens, la question alimentaire redevient une préoccupation centrale, en lien direct avec les conséquences de la crise financière, de la perte d'emplois et de revenus et de l'explosion de la précarité. Quand aurons-nous le courage de reconnaître que l'échec économique actuel est celui de ce néolibéralisme promu par l'Union européenne? L'Union européenne est sans emploi ni croissance, malgré les gesticulations oratoires des libéraux et leur pâle copie social-libérale. En ces murs même, Jean Jaurès proclamait « Il serait temps que votre régime, dont la maxime fondamentale est chacun pour soi, tout pour l'argent, mesure enfin les conséquences de ses actes. » Que ces mots sont d'actualité. Il est donc urgent d'agir, mais dans un sens et une logique rénovée. Si nous voulons sauver la construction européenne, lui redonner un sens pour les peuples, il est impératif de définir un projet européen digne de ce nom, qui ne soit pas de simples effets de tribune et du simple cabotage à vue. Ayons donc des propositions concrètes dont la France devrait être porteuse au Conseil européen. Nous les avons, en ce qui nous concerne, présentées au président de la République ce week-end. Tout d'abord, il faut des mesures contre le dumping social et fiscal. Cela veut dire la suspension des négociations sur les traités de libre-échange, TAFTA, mais aussi CETA, TISA, autant d'acronymes derrière lesquels se cachent les pires régressions sociales, mais aussi économiques et écologiques. Des traités négociés en notre nom par des technocrates de Bruxelles, dans l'opacité la plus complète, au mépris de l'initiative citoyenne visant à sortir l'Europe de ces négociations commerciales et qui a réuni plus de 3 millions d'Européens. Cela suppose aussi de renégocier immédiatement la directive sur les travailleurs détachés et de stopper la mise en œuvre des réformes structurelles de déréglementation sociale exigées par Bruxelles, à commencer par le projet de loi travail. Ici même, cette loi travail est expression d'une injonction de Bruxelles. Ces mesures doivent être complétées par la remise en cause fondamentale des règles de l'austérité budgétaire. Pour cela, il faut renégocier le fameux traité budgétaire, le TSCG, signé en 2012. Promesse faite en son temps par le candidat François Hollande et reniée dès l'arrivée au pouvoir. Péché originel de cette majorité. Péché originel de cette majorité. Cette obsession de la discipline budgétaire n'est rien d'autre qu'une liquidation en bonne et due forme de tout ce qui fait notre richesse. Ainsi, paradoxalement, l'Europe, cette collectivité qui est censée réunir les peuples, pulvérise peu à peu, face aux diktats des marchés, toutes les formes de vie collective, services publics, protection sociale, droit social et je pourrais ajouter campagne vivante, vie sur nos territoires. La réalité, c'est que les peuples sont sous l'emprise de la sacro-sainte dette publique. Aussi proposons-nous la tenue urgente d'une conférence européenne sur la dette afin d'en alléger le fardeau et de permettre la réappropriation collective de cet enjeu essentiel. L'action de la BCE, qui a à peine calmé pour un temps les ardeurs des marchés, n'a peu ou pas d'effet sur l'économie réelle. Et l'argent créé vient alimenter une bulle qui nous menace plus que jamais. Il faut flécher l'action de la BCE vers la transition énergétique, vers l'investissement, vers des emplois durables. Enfin, l'évasion et la concurrence fiscale sont les cancers de l'Europe. La lutte contre ces fléaux doit dépasser la simple déclaration d'intention pour devenir réelle et effective. La question budgétaire ne concerne pas les seuls États. L'Union européenne elle-même doit se défaire de son corset. On ne répétera jamais assez l'absurdité économique d'un budget étriqué représentant près de 1% de la richesse créée dans l'Union européenne. Dans une zone économique intégrée, se doter d'un tel budget revient à se priver totalement d'une arme budgétaire ciblée pour dynamiser l'activité. Si l'Europe veut réellement sortir de la crise dans laquelle elle est engluée,
Elle ne peut se contenter d'un budget à minima. Elle doit être ambitieuse pour son avenir et se donner les moyens d'agir. Elle doit accorder la priorité au développement social, à la solidarité, avoir une véritable politique de développement industriel, de recherche et d'innovation. Un travail qui doit déboucher sur un nouveau traité dont la France doit être à l'initiative. Nous croyons dans une autre Europe, une Europe sociale qui serait consacrée par un véritable traité social et écologique européen, porteur de valeurs et de normes protectrices à la fois des peuples et de l'environnement, socle d'une Europe solidaire, libérée de la tutelle des marchés financiers, des dogmes du libéralisme et de l'austérité budgétaire. Monsieur le Premier ministre, pour reprendre une formule d'Einstein, on ne peut résoudre les problèmes avec les modèles de pensée qu'ils ont engendrés. Oui, la France doit être à l'initiative. Elle ne peut plus être à la remorque de l'Allemagne. Notre pays ne joue pas le rôle qui devrait être le sien dans la construction de cette Europe, aujourd'hui profondément déséquilibrée, tant politiquement qu'économiquement. Arrêtons les faux fuyants. Avec une monnaie unique taillée sur mesure pour son modèle économique, l'Allemagne réalise des excédents commerciaux indécents au détriment de ses soi-disant partenaires, ce qui se traduit par l'exode massif de la jeunesse des pays du sud de l'Europe, précarisés, paupérisés par cette Europe de l'austérité. Face à ce déséquilibre, la France doit mettre sur la table des propositions fortes pour s'opposer à la doctrine Merkel-Schäuble et s'atteler à construire des alliances solides avec d'autres États européens. Elle en a les moyens, elle en a la capacité, elle en a l'obligation. Notre pays ne doit plus se cacher et enfin jouer franc jeu. Il en va de l'avenir du projet européen et de sa participation au projet commun. Et surtout, pour refonder l'Europe, les peuples doivent être écoutés, respectés. Le mandat de la France et l'avenir de l'Europe ne doivent plus se décider dans leur dos. Renouer la confiance entre les citoyens et l'Europe suppose de poser la question indispensable de son fonctionnement institutionnel et démocratique. La Commission européenne, dirigée par le grand timonier de l'évasion fiscale qui n'a rien de petit père des peuples, la Commission européenne peut-elle rester cette technostructure incapable d'entendre les peuples, cette technostructure qui garde le monopole de l'initiative législative? Le Conseil, véritable trou noir de la démocratie, peut-il continuer à prendre des décisions dans l'opacité la plus complète? Le Parlement européen et les parlementaires nationaux peuvent-ils décemment continuer à jouer les faire-valoir des décisions politiques? Enfin, la BCE peut-elle continuer à être indépendante du pouvoir politique et rester au seul service des marchés financiers? La fracture avec les peuples et le sens profond de la crise existentielle que traverse la construction européenne. Il est décisif et urgent de donner la parole au peuple européen, aux peuples souverains, pour qu'ils décident eux-mêmes directement des orientations du projet européen. Il ne s'agit nullement de déresponsabiliser les politiques. Au contraire, il leur revient d'offrir une vision alternative à la construction européenne. Le Front de gauche, et je dirais toujours, et d'autres progressistes, dont certains présents dans cet hémicycle, le Front de gauche fait cette offre volontariste et porteuse d'espoir à l'heure où l'immobilisme semble l'emporter, un immobilisme inéluctable, tant que les dirigeants européens garderont pour seul objectif l'union des marchés européens. Je citerai les paroles d'un vieux révolutionnaire dans 93 de Victor Hugo. Il disait « Le moulin n'y est plus, mais le vent souffle encore ». Et cela me conduit à citer aussi Saint-Just. Oser. Ce mot renferme toute la politique de notre révolution, disait Saint-Just. Mais je crains, Monsieur le Premier ministre, que vous soyez trop éloigné de quelque révolution que ce soit, ne serait-ce qu'en revenant aux valeurs qui vous conduiraient à mettre enfin en œuvre une politique de progrès, tout simplement une politique de gauche. Et je terminerai en faisant allusion à cet empereur Héliogabale. Il servait certains convives, l'empereur Héliogabale, de très beaux plats. En fait, des dessins figurant les mets au menu. Et chaque convive devait être content. Je dirais que ce n'est pas ce genre de festin qu'attendent les peuples européens.